Le 20 mars 1998, le vent breton, puissant et incessant, balayait les côtes déchiquetées du Finistère Sud, fouettant la façade de l'hôpital de Quimper. Une pluie fine, presque un crachin persistant, martelait les vitres de la maternité, créant une symphonie lugubre qui se mêlait au silence oppressant des couloirs. À l'intérieur, l'air était lourd, imprégné de l'odeur métallique du désinfectant et d'une tension palpable qui semblait être incrustée dans les murs froids. Dans une salle d'examen néonatale, sous blêle, éclairage cru des néons, la Dré Émilie Dubois, une jeune généticienne parisienne fraîchement mutée, se penchait avec une concentration clinique sur un nouveau-né. Son regard perçant, habitué aux cas complexes, scrutait chaque détail avec une intensité grandissante, sentant déjà que ce soir-là, son expertise serait mise à rude épreuve, d'une manière qu'elle n'avait pas anticipée. Le petit Yann, à peine quelques heures de vie, gisait fragilement. Ses traits délicats étaient étrangement altérés. Des déformations faciales et des anomalies osseuses évidentes trahissaient une souffrance bien au-delà de son âge. Ses petits cris étouffés, presque des gémissements, résonnaient dans la pièce stérile, porteurs d'une douleur sourde qui glaçait le sang. À ses côtés, Marie et Pierre Le Guen, ses jeunes parents, originaires du hameau isolé de Kérilan, à quelques kilomètres de la côte sauvage, étaient figés dans une immobilité terrifiante. Leurs yeux, auparavant emplis de l'espoir et de la joie de l'arrivée d'un premier enfant, n'exprimaient plus qu'une terreur muette, une résignation presque ancestrale face à l'inévitable, comme si leur destin était scellé par des forces obscures. Ce spectacle était déchirant. La Dreux Dubois, malgré son expérience, sentit un frisson glacial parcourir sa nuque, bien au-delà de la fraîcheur ambiante de la salle d'examen. Ce cas précis présentait une constellation de symptômes d'une gravité et d'une rareté peu communes, dépassant de loin les cas classiques qu'elle avait pu rencontrer. Chaque observation suggérait une origine génétique complexe, mais d'une nature qu'elle ne parvenait pas encore à identifier. Ce N n'était pas un simple incident médical. Une intuition profonde lui murmurait que le destin du petit Yann était écho d'une histoire bien plus vaste, enracinée dans les terres et les lignées de cette Bretagne reculée. Elle savait, avec une certitude troublante, que ce nouveau-né N n'était pas seulement un patient, mais le premier chapitre d'une énigme à déchiffrer, un secret ancien sur le point d'être révélé. Le 20 mars 1998, une symphonie lugubre élevait des côtes déchiquetées du Finistère Sud. Le vent breton, puissant et incessant, fouettait la façade de l'hôpital de Quimper, tandis qu'un crachin persistant martelait les vitres de la maternité. À l'intérieur, l'air était lourd, saturé de l'odeur métallique du désinfectant et d'une tension palpable. Dans une salle d'examen néonatale, sous l'aile, éclairage cru des néons, la Dré Émilie Dubois, jeune généticienne parisienne fraîchement mutée, se penchait avec une concentration clinique sur un nouveau-né. Son regard perçant, habitué aux cas complexes, scrutait chaque détail avec une intensité grandissante, sentant que son expertise serait mise à rude épreuve, d'une manière qu'elle n'avait pas anticipée ce soir-là. Le petit Yann, à peine quelques heures de vie, gisait fragilement sur la table d'examen. Ses traits délicats étaient étrangement altérés, des déformations faciales et des anomalies osseuses évidentes trahissaient une souffrance bien au-delà de son âge. Ses petits cris étouffés, presque des gémissements, résonnaient dans la pièce stérile, porteurs d'une douleur sourde qui glaçait le sang. À ses côtés, Marie et Pierre Le Guen, ses jeunes parents originaires du hameau isolé de Kérilan, à quelques kilomètres de la côte sauvage, étaient figés dans une immobilité terrifiante. Leurs yeux, auparavant emplis de l'espoir et de la joie de l'arrivée d'un premier enfant, n'exprimaient plus qu'une terreur muette, une résignation presque ancestrale face à l'inévitable. Malgré son expérience, la Dreux Dubois sentit un frisson glacial parcourir sa nuque, bien au-delà de la fraîcheur ambiante de la salle. Ce cas précis présentait une constellation de symptômes d'une gravité et d'une rareté peu communes, dépassant de loin les cas classiques qu'elle avait pu rencontrer dans les services hospitaliers parisiens. Chaque observation suggérait une origine génétique complexe, mais d'une nature qu'elle ne parvenait pas encore à identifier avec certitude. Ce N n'était pas un simple incident médical. Une intuition profonde lui murmurait que le destin du petit Yann était écho d'une histoire bien plus vaste, enracinée dans les terres et les lignées de cette Bretagne reculée. Avec une voix douce mais ferme, la Dré Dubois interrogea les parents sur leur historique familial. Y a-t-il des antécédents de maladies génétiques connus dans vos familles? Des cas similaires, même lointains? Des mariages entre cousins, par exemple? Pierre, le père, serra les poings, son regard fuyant. Non, docteur.
Rien de tout cela. Nous sommes des gens simples. De Carilin. Son ton était empreint d'une méfiance typique des habitants du cru face aux questions intimes. Surtout venant d'une étrangère. Marie, plus fragile, osait à peine lever les yeux, le visage marqué par chêle, épuisement et la tristesse. La question de la consanguinité, même posée avec délicatesse, semblait avoir heurté une corde sensible, réveillant une gêne palpable. Dans ces communautés bretonnes, où les traditions étaient profondément ancrées, parler des unions familiales relevait souvent du tabou, surtout lorsqu'elles pouvaient être perçues comme différentes. La Dreux du Bois, consciente de la barrière culturelle, reformula, expliquant l'importance de l'arbre généalogique pour comprendre la maladie de Yann. Elle sentait que derrière les silences de Pierre se cachait une longue histoire, bien au-delà de ce que les parents voulaient ou pouvaient admettre. Les premiers résultats des tests génétiques ne firent que renforcer les soupçons de la généticienne. Ils pointaient vers une maladie autosomique récessive rare, dont la prévalence est fortement multipliée par la consanguinité. Il nous faut absolument remonter votre arbre généalogique, et celui de Pierre, le plus loin possible, insista-t-elle auprès de Marie, tentant d'expliquer les mécanismes complexes de l'hérédité. Ce n'est pas une question de jugement, mais de compréhension pour Yann. Les parents écoutaient, l'air perdu, comme si on leur demandait de déterrer des secrets qu'eux-mêmes ignoraient, ou préféraient oublier. Le Code civil français n'interdit pas le mariage entre cousins germains, mais la répétition de telles unions sur plusieurs générations peut avoir des conséquences génétiques dévastatrices. Ce n'est pas une faute légale, mais une dérive insidieuse. La Dreux du Bois expliqua que même des liens éloignés, répétés sur des siècles au sein d'un isolat géographique, pouvaient créer un pool génétique restreint. Elle voyait dans les yeux de Marie une lueur d'espoir mêlée de honte, une lutte entre la loyauté familiale et le besoin de vérité pour son enfant. Pierre, lui, restait campé sur ses positions, muré dans un silence protecteur. Face à la réticence des parents, la Dreux du Bois comprit qu'elle ne pourrait avancer seule. Elle décida de solliciter l'aide du sergent Marc Le Gall, le gendarme local, un homme de 45 ans, né et élevé en Bretagne, qui connaissait les codes et les silences de la région. Initialement, Le Gall accueillit sa demande avec un scepticisme teinté de protectionnisme. « Docteur, c'est une affaire médicale. Les affaires de famille, c'est délicat chez nous. Les gens n'aiment pas qu'on fouille dans leur passé. » Il considérait l'enquête comme une intrusion potentielle dans l'intimité de sa communauté. La généticienne tenta d'exposer l'ampleur potentielle du problème. « Sergent, ce n'est peut-être pas un cas isolé. Si mes hypothèses sont justes, il pourrait s'agir d'un problème de santé publique, pas seulement d'un drame familial. » Elle mentionna d'autres syndromes malformatifs rares qu'elle avait vus dans les dossiers locaux, des cas isolés, qui, pris ensemble, commençaient à dessiner un tableau troublant. Le Gall, bien qu'encore réticent, commença à écouter avec une attention plus soutenue, la perspective d'un problème plus large ébranlant sa conviction initiale, que l'affaire était purement privée. Le gendarme, tiraillé entre sa loyauté envers les siens et sa quête de vérité, commença à reconsidérer la situation. Il se souvenait de vieilles rumeurs, de petits secrets, murmurés lors de veillées, d'enfants atteints de maux étranges, souvent attribués à la malchance ou à des sorts. Il connaissait les familles, les mariages, qui unissaient des branches éloignées, les terres, qui passaient de cousin à cousin, pour rester dans le patrimoine. Cette nouvelle perspective, celle d'une dérive génétique silencieuse, commençait à résonner avec des bribes de sa propre mémoire collective. Il savait que pour percer le mur de silence, il faudrait plus qu'une simple question. Le gendarme, tiraillé entre sa loyauté envers les siens et le poids de cette nouvelle perspective, finit par céder. Le regard déterminé de la Dreux du Bois, sa conviction inébranlable que cette affaire dépassait le simple cas médical, avait fait son chemin. Marc Le Gall se revoyait enfant, écoutant les histoires murmurées à la veillée, ces petits secrets de famille que personne n'osait prononcer à voix haute. Des enfants aux mots étranges, des unions entre cousins, pour garder la terre dans la famille. Ce N était pas de la superstition, C était une dérive silencieuse, une vérité que sa communauté avait refoulée. Il savait qu'il allait devoir naviguer en eau trouble. L'alliance, bien qu'initialement fragile, se scella dans les bureaux spartiates de la gendarmerie. Le Gall, connaissant chaque recoin du Finistère et chaque famille par cœur, devint le guide indispensable. Il commença par des conversations informelles, discrètes, non pas comme un gendarme enquêtant, mais comme un homme du pays prenant des nouvelles. Il croisa Anne-Marie Perrault au marché, une vieille commère au cœur tendre, et à la langue bien pendue.
Sans même poser de questions directes, il la laissa parler des arrangements d'antan, des mariages entre familles parfois un peu trop proches, des traditions pour ne pas disperser le bien. Chaque anecdote, chaque rumeur, était une pièce du puzzle. Le travail d'investigation se déplaça ensuite vers des sources plus formelles, mais non moins complexes. Le GAL, avec son autorité discrète et sa connaissance des rouages administratifs locaux, ouvrit les portes des archives municipales et paroissiales. La Dreux du Bois, armée de registres D, état civil jauni et de documents poussiéreux, se plongea dans des siècles d'histoire familiale. Les écritures calligraphiées des curés et des secrétaires de mairie révélèrent un monde où les noms de famille se répétaient, avec une fréquence troublante. Chaque acte de mariage était une ligne dans un arbre généalogique en construction, chaque naissance une feuille. La généticienne commença à tracer les premiers arbres généalogiques complexes, reliant les familles Le Guen, Conan, Perrault et bien d'autres, sur plusieurs générations. Les schémas étaient éloquents, des mariages entre cousins germains, des unions plus lointaines mais répétées, des branches familiales qui s'entrecroisaient sans cesse comme les racines d'un vieil arbre. Les registres paroissiaux, en particulier, furent une mine d'informations, révélant parfois des dispenses ecclésiastiques pour des unions consanguines, preuve que ces pratiques étaient pas rares, et s'inscrivaient dans une réalité locale acceptée, voire encouragée, pour maintenir les terres. Les résultats préliminaires confirmèrent les soupçons les plus sombres de la Dreux du Bois. Des clusters de consanguinité émergeaient, concentrés dans des hameaux comme Kérilan, des isolats géographiques où le brassage génétique était resté limité pendant des siècles. Ce N était plus une hypothèse, mais une réalité documentée, froide et implacable. Le sergent Le Gall, observant les schémas se dessiner sous ses yeux, ressentit un mélange de choc et de tristesse. Elle, étendue du problème, enracinée si profondément dans l'histoire de sa propre terre, était bien plus vaste qu'il n'avait pu l'imaginer. Il fallait désormais aller au-delà des papiers et interroger les témoins vivants. La phase initiale de leur investigation, bien que fructueuse en matière de données généalogiques, se heurtait désormais à une barrière d'une nature différente, celle de l'administration et des autorités locales. Forts de leur première découverte, la Dreux du Bois et le sergent Le Gall avaient tenté d'alerter les instances régionales de santé, espérant obtenir un soutien officiel pour approfondir leurs recherches. Cependant, leurs requêtes furent accueillies avec une prudence, voire une froideur, déconcertante. Les fonctionnaires, habitués aux dossiers classiques de santé publique, peinaient à saisir l'ampleur d'un problème aussi insidieux, ancré dans l'histoire des familles. « C'est une affaire délicate, docteur », leur avait-on rétorqué. « Il faut respecter la vie privée des gens. » Et puis, la consanguinité, c'est un sujet sensible, vous savez. Nous n'avons pas de cas avérés de problèmes de santé publique liés à cela. Ce déni institutionnel, teinté de méconnaissance et de la peur de soulever un couvercle lourd de secrets, représentait un premier obstacle majeur. La résistance ne venait pas seulement des bureaux lointains de l'Agence régionale de santé. Au niveau local, la situation était tout aussi complexe. Lorsque Le Gall et la Dreux du Bois approchèrent les maires des communes concernées, notamment celle de Kérilan, pour discuter des éventuelles campagnes de sensibilisation ou de l'accès à des registres plus détaillés, ils furent confrontés à un mur de silence et de méfiance. Les élus, souvent eux-mêmes issus de ces mêmes lignées familiales, craignaient par-dessus tout de porter atteinte à la réputation de leur village ou de leurs concitoyens. « Docteur Sergent », lança le maire de Kérilan, un homme aux traits burinés par le vent marin, « nos familles sont ici depuis des siècles. Nous n'avons jamais eu de problème de ce genre. Vous allez juste semer la discorde pour rien. » L'idée même qu'un problème génétique puisse être lié aux traditions ancestrales était perçue comme une accusation, un affront à l'identité bretonne, rendant toute démarche officielle quasi impossible, sans une approche plus subtile et respectueuse. Face à ces doubles réticences, administratives et locales, la Dreux du Bois et le sergent Le Gall comprirent qu'ils devaient adapter leur stratégie. L'approche frontale était vouée à elle, échec. Le Gall, fort de sa connaissance intime des rouages sociaux et des personnalités de la région, suggéra de temporiser, de ne pas brusquer les choses. « On ne force pas la porte des Bretons, docteur. On la pousse doucement, avec respect. » Il proposa de continuer à utiliser ses contacts informels, de laisser les rumeurs positives de leur travail de fond se propager, et de chercher des alliés discrets au sein même de la communauté, des personnes qui, comme Marie Le Guen, commençaient à douter des vieilles habitudes. La généticienne, bien que frustrée par la lenteur du processus, accepta, réalisant que la science seule ne suffirait pas à briser des siècles de tradition et de silence. Le chemin serait long, mais la santé des enfants comme Yann en dépendait.
Face au mur de silence, et à la réticence institutionnelle, Ladré du Bois et le sergent Le Gall comprirent qu'ils devaient approfondir leur approche. Les arbres généalogiques, aussi éloquents soient-ils, ne suffisaient pas à expliquer les motivations profondes derrière des siècles d'unions endogames. Il fallait aller au-delà de la génétique pure et sonder, âme de cette Bretagne rurale. Le Gall, toujours pragmatique, suggéra de faire appel à des regards extérieurs mais éclairés, des experts capables de décrypter l'histoire sociale et culturelle de la région. Ils avaient besoin d'historiens, d'ethnologues, de ceux qui étudient les traditions et les modes de vie des communautés isolées. Cette nouvelle piste promettait de donner chair aux chiffres, de révéler le pourquoi derrière le comment, et peut-être, de trouver la clé pour ouvrir les cœurs et les esprits des habitants. Ils savaient que la science seule ne pouvait pas tout. Leur quête les mena à la rencontre de Ladré Sophie Blanchard, une ethnologue renommée, spécialiste des structures sociales et des traditions en Bretagne rurale. Son premier contact avec les données généalogiques de Ladré du Bois fut teinté d'une curiosité scientifique et d'une profonde compréhension des enjeux culturels. Ladré Blanchard avait longuement étudié les pressions économiques et sociales qui, historiquement, avaient encouragé l'endogamie dans les communautés isolées de la péninsule, la préservation des terres, un tissu social extrêmement serré, et une mobilité géographique limitée. Elle confirma que de telles pratiques n'étaient pas l'apanage de Kerryland, mais une réalité répandue bien que souvent tue, dans de nombreuses régions bretonnes jusqu'au milieu du XXe siècle, offrant ainsi un cadre historique essentiel. Ladré Blanchard, avec son savoir encyclopédique sur les coutumes bretonnes, ne tarda pas à corroborer les intuitions de la généticienne. Elle expliqua comment, au fil des siècles, l'insularité géographique et culturelle avait façonné des micro-sociétés, où le mariage intrafamilial était souvent la norme, non par malveillance, mais par nécessité. Était une stratégie de survie, expliquait-elle, pour conserver les terres, maintenir le statut social ou simplement parce qu'on ne rencontrait personne d'autre. Elle déterra d'anciens registres notariaux, des testaments et des archives foncières, qui montraient des successions complexes, où les biens restaient au sein de même lignée, confirmant la répétition des mariages entre cousins. Ces documents, silencieux témoins d'une époque révolue, offraient une explication socio-économique puissante, au cluster génétique de Ladré du Bois. La science et l'histoire se rencontraient. Fort de ces nouvelles perspectives, Le Gall et Dubois affinèrent leur stratégie d'approche de la communauté. Le gendarme, désormais plus confiant dans la légitimité historique de leur démarche, reprit ses conversations informelles, mais avec une nouvelle subtilité. Il ne posait plus de questions directes, mais écoutait, semant parfois une graine discrète sur les nouvelles recherches concernant l'histoire des familles. Il savait que Jean-Yves Conant, l'ancien pêcheur respecté, était la clé. En partageant quelques anecdotes générales sur les traditions foncières d'antan, sans lien apparent avec Yann, Le Gall créa un espace de confiance. Lentement les langues commencèrent à se délier, non pas en avouant des secrets, mais en évoquant des faits de la vie d'autrefois, des arrangements qui étaient monnaie courante, des unions qui, à l'époque, ne choquaient personne. C'est ainsi que Jean-Yves Conant, lors d'une veillée hivernale où le vent sifflait encore au carreau, finit par baisser sa garde, non pas face à une accusation, mais devant la sincérité de Ladré du Bois et la patience respectueuse du sergent Le Gall. Il évoqua les mariages arrangés pour garder la terre, les familles soudées comme les doigts de la main, qui ne se mélangeaient pas avec les étrangers. Il se souvint des maux étranges qui frappaient certains enfants de Kerryland, des maladies que l'on attribuait alors à la malchance, au mauvais œil, ou plus rarement, à une vieille histoire de famille. Sans le savoir, il décrivait les conséquences génétiques de l'endogamie, des mots qu'il n'avait jamais prononcés à voix haute. Son témoignage, empreint de mélancolie et de résignation, fut une révélation, le premier pan d'un mur ancestral qui commençait à s'effriter. Après les révélations poignantes de Jean-Yves Conant, qui avait levé un coin du voile sur les arrangements d'antan, Ladré du Bois et le sergent Le Gall comprirent que la clé n'était pas seulement dans les archives officielles, mais aussi dans les mémoires plus intimes, plus personnelles. Ladré Blanchard, l'ethnologue, avait insisté sur l'importance des petites histoires locales, souvent consignées dans des carnets oubliés ou des registres paroissiaux moins formels que ceux de l'état civil. Le Gall, avec son flair de gendarme et sa connaissance des recoins cachés de la région, orienta leurs recherches vers les greniers des anciennes cures, les placards des mairies de hameaux aujourd'hui fusionnés, et les bibliothèques personnelles de familles ayant conservé des papiers d'ancêtres érudits. La découverte fut à la fois choquante et éclairante. Dans les combles poussiéreux de l'ancienne cure de Kerryland, parmi des registres de baptême et de sépultures centenaires, ils exhumèrent les carnets personnels du père Guénolé, curé de la paroisse de 1880 à 1920.
Avec une écriture fine et méticuleuse, le père Guénolé consignait non seulement les événements religieux, mais aussi des observations sur la vie du village, y compris des mentions récurrentes de faiblesse congénitale, dons, enfants chétifs, ou dans infirmité de naissance, frappant certaines familles, dont les Le Guen et les Conan. Il décrivait, sans le savoir, des symptômes de syndrome génétique rares, souvent attribués à la volonté divine, ou à des chagrins de la mère, mais toujours concentrés dans les mêmes lignées. L'ampleur de cette découverte frappa Ladré du Bois de plein fouet. Ce N était plus une simple hypothèse généalogique, ni des récits oraux imprécis. Les notes du père Guénolé offraient une preuve tangible, documentée sur des décennies, d'un problème de santé publique silencieux, un héritage invisible transmis de génération en génération. Le sergent Le Gall, en lisant ces descriptions, reconnut des traits, des mots qu'il avait lui-même entendus murmurer, mais jamais pris au sérieux. Cette connexion inattendue entre la piété d'un curé d'antan et la science moderne était une révélation glaçante, confirmant que le drame du petit Yann, N, était que le dernier chapitre d'une histoire bien plus ancienne et douloureuse, écrite à l'encre du destin. La découverte des carnets du père Guénolé, avec leurs observations détaillées sur les mots étranges frappant certaines familles de Kérilan, ne put rester longtemps un secret. La nouvelle se propagea rapidement dans le hameau et les villages environnants, alimenté par les conversations discrètes du sergent Le Gall et le bouche à oreille d'Anne-Marie Perrault. Ce N était plus une simple rumeur, mais une histoire écrite, une vérité ancestrale désormais tangible. Les silences se firent plus lourds, chargés d'une gêne palpable, d'une colère sourde et d'une angoisse croissante. La communauté, jusqu'alors unie dans ses traditions séculaires, commençait à se fissurer sous le poids de ce passé exhumé, où les liens familiaux complexes révélaient des réalités difficiles à accepter. Le murmure local ne tarda pas à franchir les frontières du Finistère. Un journaliste de Astérisque Ouest France, alerté par les rumeurs persistantes autour de Kérilan et les recherches de la généticienne, décida d'enquêter. Sur place, malgré le déni du maire et le silence des Le Guen, il recueillit des allusions à des anciennes coutumes et à des liens de parenté compliqués. L'article, publié sous un titre prudent mais évocateur, Kérilan, quand l'histoire des familles refait surface, évitait les accusations directes. Il soulevait néanmoins des questions troublantes sur la santé publique dans ces communautés isolées, mentionnant les travaux de Ladré du Bois. Ce fut la première fissure médiatique dans le mur du déni, transformant un drame familial en une affaire régionale, désormais sous le regard du public. La publication de l'article provoqua un véritable séisme régional. Dans les marchés et cafés, les discussions s'enflammèrent. Certains villageois, furieux, se sentaient trahis, dénonçant une ingérence extérieure et une atteinte à l'honneur de leur tradition. D'autres, surtout les jeunes, ou ceux ayant toujours soupçonné des mots étranges chez leurs proches, commencèrent à s'interroger ouvertement. Des témoignages anonymes affluèrent vers le journal, évoquant des cas similaires dans des familles voisines. L'agence régionale de santé ARS, ayant minimisé l'affaire, fut contrainte de réagir face à cette pression publique. Un communiqué laconique fut publié, mentionnant l'ouverture d'une veille sanitaire, sans reconnaître explicitement l'ampleur du problème, soulignant la prudence institutionnelle face à un sujet si sensible. Au cœur de cette tempête médiatique et sociale, Ladré du Bois et le sergent Le Gall se retrouvaient sous une pression immense. Émilie ressentait une validation amère. Ses soupçons étaient confirmés, mais le coût humain de cette révélation était palpable. Marc Le Gall, tiraillé entre sa loyauté envers sa communauté en colère et son devoir de vérité, naviguait en eau trouble. Cette médiatisation, bien que douloureuse, était devenue un catalyseur indispensable, forçant la communauté à regarder en face une réalité trop longtemps ignorée. Ensemble, ils devaient désormais préparer une confrontation publique. Une réunion où les faits scientifiques et historiques seraient présentés avec clarté et compassion, transformant cette escalade dramatique en une opportunité de dialogue, de compréhension et, ultimement, de guérison pour Kérilan et le petit Yann. La petite mairie de Kérilan, habituellement le théâtre de débats animés sur les allocations de terre ou les horaires de la poste, était ce soir-là plongée dans une atmosphère d'une gravité inédite. Les chaises en bois grinçaient sous le poids des villageois, leurs visages burinés par le vent marin et les années, reflétant une anxiété palpable. Marie et Pierre Le Guen étaient assis au premier rang, les mains serrées, le regard fuyant. À leur côté, Jean-Yves Conan, le vieux pêcheur, observait l'assemblée d'un œil sévère, mais une tension trahissait ses traits. Ladré du Bois, flanqué du sergent Le Gall, se tenait devant un écran de projection, son calme apparent masquant la pression immense qui pesait sur ses épaules. L'air était lourd, non pas de crachin, mais de non-dit.
de peurs ancestrales et d'une curiosité morbide. Chacun sentait que ce soir, des vérités enfouies allaient être exhumées, et personne ne savait quelle serait la réaction de cette communauté si fière et si secrète. Le moment était solennel, chargé d'une attente presque insoutenable. Avec une voix claire et posée, Ladré Dubois commença sa présentation. Elle projeta un arbre généalogique simplifié, mais dont la puissance visuelle était dévastatrice. Les noms des familles de Kérilan, Le Guen, Conan, Perrotte, s'entrecroisaient en dés, épaisses toiles d'araignée, des flèches reliées des cousins, des symboles marquaient les enfants nés avec des mots étranges. Le silence dans la salle était assourdissant, rompu seulement par le léger bourdonnement du projecteur. Les villageois, d'abord incrédules, puis horrifiés, voyaient leurs propres noms, ceux de leurs parents, de leurs grands-parents, s'afficher, révélant des unions dont ils ignoraient la portée. Le visage de Jean-Yves Conan se crispa, celui de Pierre Le Guen devint livide. Ce N était plus une théorie lointaine, mais une cartographie impitoyable de leur propre histoire, une histoire silencieuse écrite dans leur chair, qui expliquait enfin les drames inexpliqués de leur lignée. La honte et la compréhension se lisaient dans les yeux de l'assistance. C'est Marie Le Guen qui brisa ce silence de plomb. Se levant avec difficulté, le visage ravagé par les larmes, mais le regard teinté d'une nouvelle détermination, elle raconta le désespoir de voir son petit Yann souffrir, l'angoisse de ne pas comprendre, et enfin, l'espoir fragile d'un avenir où la connaissance briserait le cycle. Sa voix, vibrante d'eau, émotion, résonnait comme un appel à la vérité. Après elle, Jean-Yves Conan, le gardien des traditions, se leva lentement, son corps courbé par les années, et le poids de ce qu'il allait révéler. Après une longue hésitation, il confirma d'une voix rauque les arrangements d'antan, les mariages entre proches pour garder la terre, non par malice, mais par habitude, et surtout par ignorance. Il parla des mots qu'on attribuait à la malchance, des secrets qu'on taisait. Ce fut le moment où le mur ancestral du silence s'effrita, laissant place à une vérité collective, douloureuse, mais libératrice, ouvrant la voie à une nouvelle ère pour Kérilan. La révélation des liens ancestraux à Kérilan, bien que douloureuse, fut le catalyseur d'une transformation profonde pour la communauté. Le silence séculaire étant enfin brisé, une vague de conscience collective commença à balayer les cœurs et les esprits. L'Agence régionale de santé, pressée par l'opinion publique et les preuves irréfutables, mit en place des programmes de dépistage génétique et de conseil, adaptés aux spécificités culturelles de la région. Des jeunes couples, auparavant prisonniers des habitudes familiales, vinrent discrètement consulter Ladré Dubois, cherchant à comprendre et à protéger leurs propres enfants. L'affaire de Kérilan, relayée par la presse locale et nationale, devint un cas d'étude poignant pour la santé publique en milieu rural, soulignant l'importance de la généalogie médicale pour des pathologies rares. Elle marqua un tournant, non pas dans la culpabilisation, mais dans la prévention et l'éducation, ouvrant la voie à une nouvelle ère de dialogue et de transparence dans ces terres bretonnes si longtemps gardiennes de leurs secrets. Pour le petit Yann, cette vérité, bien que tardive, fut une chance inespérée. Il reçut les meilleurs soins possibles, bénéficiant des avancées médicales et d'un suivi personnalisé, entouré de parents désormais armés de connaissances et d'espoir. Marie et Pierre Le Guen, malgré les cicatrices émotionnelles profondes, choisirent de rester à Kérilan, non comme victimes d'un destin, mais comme acteurs du changement. Leur courage inspira d'autres familles à briser le tabou, transformant leur drame personnel en un témoignage puissant pour l'ensemble de la communauté. Ladré Dubois, ayant trouvé un sens profond à sa mission au-delà des laboratoires parisiens, décida de établir définitivement en Bretagne, poursuivant ses recherches et son engagement auprès des communautés isolées. Le sergent Le Gall, quant à lui, retrouva une fierté renouvelée au sein de sa communauté, honoré d'avoir contribué à lever le voile sur une vérité essentielle, tissant de nouveaux liens de confiance entre la gendarmerie et les habitants. Il n'y eut pas de loi nouvelle, mais une prise de conscience collective, un mémorial immatériel fait de prudence et d'espoir. L'histoire de Kérilan est un rappel poignant que les traditions, aussi ancrées et respectables soient-elles, ne doivent jamais éclipser la quête de vérité et la protection de la vie. Elle nous montre que la science, lorsqu'elle est alliée à la compassion et au respect des cultures, possède le pouvoir de briser les murs de silence les plus anciens, révélant des réalités complexes mais essentielles. Ce drame, transformé en opportunité de dialogue, a permis à une communauté de se réapproprier son passé pour mieux construire son avenir, prouvant que la connaissance est la plus puissante des libérations. Ce cas n'est pas unique, mais emblématique des défis que posent encore certains héritages historiques. Astérisque.
Si cette exploration des secrets de famille breton vous a touché et vous a fait réfléchir sur l'impact de l'histoire sur nos vies, nous vous invitons à aimer cette vidéo et à vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos enquêtes sur ces récits humains profonds. Et pour prolonger votre immersion dans ces histoires de destin croisé, découvrez notre prochaine vidéo sur les isolats génétiques en Corse, un cas tout aussi captivant et révélateur. Astérisque, astérisque.